sur Bénin TV. Merci de prendre le rendez-vous de cette grande édition de journal. Mesdames, Messieurs, bonsoir. À la une de l'actualité, des performances qui témoignent des progrès réalisés dans l'implication des citoyens dans les décisions publiques. Eh bien, le Bénin en arrive premier dans l'espace francophone. Il a obtenu un score de 52 sur 100, largement au-dessus de la moyenne mondiale établie à 17 sur 100. Comment est-il parvenu à se hisser parmi les meilleurs au monde et surtout, quels défis restent à relever pour maintenir cette dynamique? Nos équipes étaient à la présentation officielle de ces résultats. C'est un véritable modèle d'entrepreneuriat agricole. Une ferme avicole se distingue par une production importante d'œufs, tout en offrant des opportunités d'emploi à de nombreux jeunes de la localité. Immersion au cœur de cette initiative porteuse d'espoir et de richesse dans ce journal. Et hors du Bénin, la République démocratique du Congo fait face à une nouvelle flambée d'Ebola. Plus de 200 décès ont déjà été enregistrés et les experts redoutent une épidémie de longue durée. Pendant ce temps, le pic de contamination n'aurait pas encore été atteint. Le Rwanda renforce ses dispositifs de surveillance aux frontières et multiplie les mesures préventives pour empêcher toute propagation du virus sur son territoire. Et puis sur la scène diplomatique, la France se félicite des résultats du sommet du G7. Bienvenue à toutes et à tous. Le Bénin continue de surprendre et d'impressionner sur la scène internationale. Le pays décroche une nouvelle consécration de taille. Il est désormais classé premier en Afrique francophone et deuxième au monde pour la participation citoyenne au processus budgétaire. Ce sont les résultats de l'édition 2025 de l'enquête sur le budget ouvert menée par l'International Budget Partnership. Ces résultats ont été présentés au public dans la matinée de ce jeudi à Cotonou. Quelle implication pour l'État et surtout quel effort consolidé pour rééditer l'exploit? Lunaïk Agbazaou, Lauriel Souba. L'annonce a fait le tour des réseaux sociaux. L'information a trôné à la une des journaux. Le Bénin est premier en Afrique francophone en termes de transparence budgétaire. Ici, dans cette salle, où l'attention du public n'a d'égal que la prouesse réalisée par l'État béninois, les résultats de l'enquête de l'International Budget Partnership sur le budget ouvert en 2025 sont officiellement présentés. Le Bénin enregistre 77 sur 100 en transparence budgétaire. Premier francophone, deuxième africain, cinquième mondial. 52 sur 100 en participation publique. Premier africain, deuxième mondial. 72 sur 100 en contrôle budgétaire. Deuxième africain, 11e mondial. 3 composantes évaluées. L'accès du public à l'information budgétaire, les opportunités de participation du public et le rôle des institutions de surveillance. Social Watch Bénin accomplit depuis 2012 sa mission de chercheur national pour l'International Budget Partnership dans le cadre de l'enquête sur le budget ouvert, référence mondiale en matière d'évaluation indépendante de la transparence budgétaire, de la participation publique et du contrôle budgétaire. En promouvant la participation citoyenne au processus budgétaire, le Bénin bénéficie de l'accompagnement financier et technique de la coopération allemande à travers le projet Réforme, entendez, Réforme des finances publiques pour l'atteinte des ODD et le renforcement de la mobilisation des recettes de l'État. Je réitère ici la disponibilité à appuyer le Bénin dans ses efforts de consolidation de bonne gouvernance. Un score historique, un résultat élogieux, salué par l'ensemble des acteurs. Le gouvernement prend l'engagement de maintenir le cap et mieux, de se faire hisser sur le toit du monde. Et dans l'autre actualité, cette nouvelle qui attriste toute la sous-région et suscite émotion. Le peuple frère du Niger a subi ce jour une attaque terroriste faisant
Plusieurs morts aux abords de l'aéroport de Niamey. À travers un communiqué de presse, le Bénin exprime sa solidarité au peuple nigérien après ces attaques. Le pays condamne avec la plus grande fermeté cette agression qui vise une infrastructure civile stratégique et met en péril la sécurité des populations. En cette circonstance douloureuse, le gouvernement béninois exprime sa pleine solidarité au peuple nigérien frère ainsi qu'au président Abdourahmane Tiani et aux autorités de la République du Niger. Le gouvernement de la République du Bénin leur adresse ses pensées de soutien et réaffirme son attachement aux liens de fraternité et d'amitié qui unissent les peuples béninois et nigériens. Et la sécurité publique demeure l'un des piliers de l'action gouvernementale pour mieux s'imprégner des réalités du terrain et des préoccupations des acteurs chargés de cette mission régalienne. Le ministre délégué auprès du président de la République, chargé de l'Intérieur et de la Sécurité publique, a entamé une tournée de prise de contact avec les structures placées sous sa tutelle. Première étape de cette série de visites, la police républicaine, une rencontre placée sous le signe de l'écoute, du dialogue et de la proximité avec les responsables de l'institution. C'est ce que nous rapportent Koudous Abdoulaye et Edmond Rumba. Devant le drapeau national, le nouveau patron de l'Intérieur, Djibril Mama Sissi, est accueilli à la direction générale de la police républicaine avec les honneurs dus à son rang. Il prend ensuite place dans la salle de conférence face à l'autorité ministérielle. Le directeur général de la police républicaine dresse le portrait de cette force de sécurité. Historique, organisation, fonctionnement, moyens logistiques, tout est passé en revue. Une présentation qui permet également de mettre en lumière les acquis enregistrés sans occulter les difficultés auxquelles l'institution est confrontée. On peut retenir le manque d'infrastructures adéquates, notamment la fortification des commissariats de police et autres unités dans les zones à forte préoccupation sécuritaire. L'insuffisance des ressources humaines et matérielles, malgré les recrutements qui s'enchaînent, le ratio police-population demeure faible. Djibril Mama Sissi inscrit cette première rencontre dans une dynamique d'écoute et de concertation avec les différentes composantes de son département. Je suis convaincu qu'une structure comme la vôtre, pour être forte, doit reposer sur un triptyque, 3 piliers fondamentaux. D'abord, une gestion juste et transparente des carrières, des moyens adaptés pour répondre convenablement aux menaces du moment et des personnels motivés. Au-delà des échanges, le ministre affiche une ambition claire: bâtir une police républicaine toujours plus moderne, plus performante et mieux outillée pour faire face aux défis sécuritaires actuels. Il ne manque pas non plus de réaffirmer ses priorités. Les questions relatives aux ressources humaines, aux conditions de travail, à la formation et à l'évolution des carrières seront au chapitre de mes priorités. Première étape d'une série de visites. Cette rencontre avec la hiérarchie policière traduit la volonté du nouveau patron de l'Intérieur de mieux appréhender les réalités de la police républicaine, d'identifier les difficultés auxquelles elle est confrontée et d'y apporter des solutions adaptées. C'est une nouvelle étape de franchie pour la société civile ouest-africaine avec la mise en place d'une plateforme régionale d'envergure. Portée par le réseau des organisations de la société civile de l'Afrique de l'Ouest, cette initiative ambitionne d'offrir un cadre permanent de dialogue, de concertation et de coopération entre les organisations de la sous-région. Le lancement officiel s'est déroulé à la préfecture de Cotonou sous le regard de Jennifer Sachivi et Filiano Gbogbleno. Un pas décisif vient d'être franchi par les organisations de la société civile de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Une plateforme dédiée est désormais mise sur pied. Elle ambitionne de renforcer la coordination, mais également l'efficacité de leurs interventions. Plus de 1000 organisations de la société civile issues de 16 pays de l'espace CEDEAO pourront pleinement s'exprimer à travers la plateforme dédiée.
Sa mission est de fédérer, coordonner, mobiliser les organisations de la société civile membres afin de contribuer activement à la mise en œuvre des politiques, programmes et projets de la CEDEAO. C'est une étape importante dans notre engagement collectif pour une intégration régionale inclusive et durable. Ceci nous engage dans le cadre, bien sûr, d'une architecture africaine de la société civile qui veille que la voix des citoyens soit entendue à travers les organisations qu'ils se donnent. Avec des retombées jugées positives, l'initiative portée par le réseau des organisations de la société civile de l'Afrique de l'Ouest a obtenu l'adhésion des autorités béninoises. Avec l'élan que le chef de l'État, le président Romain Wadaye, a donné à notre pays depuis son élection, nous pensons que ce genre d'initiative doivent être fortement accompagnées. Nous sommes conscients que, autant que vous êtes ici, cet engagement est ancré dans vos actions, vos actes, vos comportements que nous avons décidé donc de vous accompagner, d'être avec vous, parce que tous nous devons converger vers le bien-être de nos populations. À travers cette plateforme renforcée, c'est toute une nouvelle dynamique qui s'installe. Les OSC de la sous-région y trouvent un cadre plus structuré pour amplifier leur voix et mieux répondre aux multiples défis des États de la sous-région. Une initiative donc pour contribuer au mieux-être des populations. Et puisqu'il est justement question de bien-être, intéressons-nous à présent à la santé. Quelques jours seulement après l'entrée en vigueur de la mesure de prise en charge immédiate des urgences vitales, les premières tendances se dessinent déjà sur le terrain. Le conseiller technique du ministre de la Santé fait un point d'étape sur sa mise en œuvre et apporte également des éclaircissements sur le principe de gratuité des soins au cœur des interrogations de nombreux citoyens. Ces explications au micro de Kodos Abdoulaye et Élisée Degbeignan. Ce qu'on peut dire, c'est deux choses. C'est qu'effectivement, la fréquentation a augmenté. Les gens n'ont plus de stress à aller dans les hôpitaux. Surtout quand il y a une urgence, automatiquement, on va à l'hôpital parce qu'on est sûr que là-bas, on va recevoir les soins adéquats. Seconde chose, second élément qu'on a pu noter, on ne va pas dire difficulté, mais une légère malcompréhension de la mesure par rapport à nos populations qui semblent la confondre avec une mesure de gratuité. Il ne s'agit pas de mesure de gratuité, mais il s'agit d'une étude de célérité dans les soins. Vous avez une urgence vitale, on vous soigne, on lève l'état d'urgence et après vous avez le temps pour faire face aux formalités, dont le paiement. C'est vous-même qui devez payer les soins ou si c'est votre régime d'assurance qui doit y faire face. Donc, il faut qu'on discute avec nos populations pour leur faire comprendre que ce n'est pas une mesure de gratuité, c'est une mesure plutôt de prise en charge des urgences vitales avec un paiement différé. Nous avons mis en place un mécanisme de suivi où chaque jour on monitore. Dans les hôpitaux, il y a un forum où il y a les responsables des hôpitaux, il y a les responsables des unités de prise en charge et on fait un monitorage des activités journalières pour voir qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, quelles sont les activités. Donc ce mécanisme est en place et effectif et suit les soins jusqu'au niveau sanitaire le plus périphérique. Et la préservation de la vie ne passe pas seulement par l'accès aux soins, elle dépend aussi de la qualité de notre environnement. Face aux défis croissants liés au changement climatique et à la dégradation des écosystèmes, la sensibilisation et l'engagement collectif apparaissent plus que jamais comme des leviers essentiels. Dans cette dynamique s'inscrit la 4e édition de la Journée de l'environnement, organisée à l'Université d'Abomey-Calavi par l'Association des spécialistes en environnement du CIFRED. Thème retenu, environnement, climat et action humaine, repenser nos pratiques pour préserver l'avenir. Mariano Gankou, Ulfaïs Balogo. Face aux défis du changement climatique et à la dégradation croissante des écosystèmes, la question de la protection de l'environnement se pose aujourd'hui avec acuité. Et c'est ce qui motive l'Association des spécialistes en environnement du CIFRED à tenir cette 4e édition de la Journée de l'environnement. Nous, jeunes, nous ne pouvons plus rester spectateurs. Nous devons être des acteurs de changement, des innovateurs et des ambassadeurs de comportements responsables.
3 jours de sensibilisation, de réflexion et d'engagement autour d'un objectif commun, repenser les comportements humains pour mieux protéger la planète. Le thème retenu cette année, environnement, climat et action humaine, repenser nos pratiques pour préserver l'avenir, il nous rappelle une vérité essentielle. Les crises environnementales que nous observons aujourd'hui ne sont pas abstraites. Elles sont le reflet direct de nos choix collectifs, de nos modes de production, de consommation et de gestion des ressources humaines et naturelles. Cette célébration se veut une invitation à la recherche pour des solutions adaptées aux réalités locales. Par ces activités et actions, l'association rend présent le centre dans les milieux communautaires, dans les milieux de décision, dans les milieux professionnels et permet ainsi au CIFRED d'être visible. Je voudrais particulièrement féliciter l'ASE CIFRED pour avoir intégré dans son programme des initiatives innovantes telles que le concours hackathon des projets environnementaux. Cette démarche encourage l'esprit d'innovation, la créativité et la recherche de solutions pratiques aux problèmes environnementaux. À travers cette 4e édition, l'Association des spécialistes en environnement du CIFRED appelle à l'action collective pour construire un environnement plus sain, plus résilient et plus durable pour les générations présentes et futures. Place à présent à une initiative qui illustre le potentiel du secteur agricole dans la création de richesses et d'emplois. À un peu plus de 20 km de Cotonou, une ferme avicole connaît un essor remarquable entre performance de production, valorisation des ressources locales et insertion professionnelle des jeunes. Ce complexe s'impose progressivement comme un exemple réussi d'entrepreneuriat agricole. Immersion au cœur de cette exploitation qui allie ambition économique et impact social avec Victorine Bandé et Bernard Djogbe. Des fleurs, des pelouses et des palmiers. À première vue, on pourrait se croire dans un espace de détente. Mais les caquettements au loin rappellent rapidement que nous sommes bien dans une ferme. Bienvenue au complexe avicole Togbeji Doglo, spécialisé dans la production d'œufs de consommation. Première étape de la visite, la poussinière. Actuellement vide après le départ de ses derniers occupants, elle peut accueillir jusqu'à 15 000 poussins. Quand on reçoit les poussins là, les poussins de premier jour, quand ils viennent là, ils font 2 semaines là. Durant les 2 semaines, on les met dans une condition fermée parce qu'ils ont besoin de la chaleur. Quand il n'y a pas la chaleur, il y a trop de mortalité. Donc, en journée comme dans la nuit, il y a le chauffage. Après 2 semaines, on ouvre le bâtiment pour que les puissent circuler dans le bâtiment. Et après ça, on les envoie dans un autre local. Après quelques semaines, les poussins grandissent donc et rejoignent les poulaillers. Sur le site, nous avons 3 bâtiments pondeuses. Il y a un qui est manuel, avec une contenance de 5000 pondeuses. Tout se fait manuellement. Le ramassage des œufs, y compris la distribution d'aliments. Les 2 autres sont automatiques. Contenance respective de 10 000 pondeuses et 15 000 pondeuses. Avant de poursuivre notre visite, arrêtons-nous sur cette pratique systématique observée à l'entrée de chaque bâtiment. L'eau qui est là, on met un produit. Le produit, c'est un désinfectant en fait. Pour assurer la biosécurité, quand les gens viennent, ils mettent leurs pieds dans notre eau qu'on a mis là. Juste pour s'assurer qu'ils n'ont pas apporté des virus et les microbes qui peuvent nuire à nous, notre production. La particularité de cette ferme, elle élève exclusivement des poules pondeuses de race Isa Brown, reconnue à travers le monde pour sa forte productivité. Ici, près de 19 500 œufs sont collectés chaque jour avant d'être acheminés vers les supermarchés et les grossistes. Une production qui contribue à renforcer l'offre locale et à soutenir la politique nationale d'autosuffisance alimentaire. Nous avons uniquement que les femelles. Donc les œufs que nous allons produire ne seront pas fertiles. Notre objectif en réalité, c'est de produire les œufs prêts pour la consommation. Pour les 3 bâtiments, nous produisons 650 plateaux d'œufs par jour. Brasseurs d'air, éclairage adapté et équipement moderne. Rien n'est laissé au hasard pour garantir une bonne productivité. Au-delà de sa contribution à l'autosuffisance alimentaire, la ferme participe également à la création d'emplois.
Depuis sa création il y a une dizaine d'années, plus de 200 jeunes y sont déjà passés. Aujourd'hui, une vingtaine de personnes y travaillent encore. Et plus loin, un projet d'extension de la ferme se profile et offrira à une trentaine d'autres jeunes l'opportunité d'intégrer le monde professionnel. Changeons d'univers à présent pour découvrir une autre forme de richesse, celle de la création artistique. Entre talent, imagination et engagement, les artistes plasticiens béninois participent eux aussi au rayonnement du pays bien au-delà de ses frontières. Ils donnent vie à la matière, transformant parfois de simples objets du quotidien ou des matériaux recyclés en véritables messages porteurs de sens. Parmi les figures qui se distinguent sur la scène artistique, René Samuse et Benjamin Deguénon attirent particulièrement l'attention par l'originalité de leur démarche et la force de leur création. Jennifer Sachivé nous ouvre les portes de leur univers dans ce reportage. Une exposition, deux univers qui cohabitent. Ici, les œuvres semblent différentes, mais parlent un langage complémentaire. Aux manettes, deux artistes. Samuse raconte les réalités du quotidien à partir de fils de fer. Je m'étais inspiré des nids d'oiseaux. La question que je m'étais posée, comment les oiseaux arrivent à tisser leur nid. Et c'est cette question qui m'a amené vers les fils de fer à faire comme les oiseaux. Cette sculpture, j'appelle ça le regard que porte tout que chacun de nous. Et l'oiseau représente la pensée qui voyage. Là, c'est une dame conférencière. Elle dit tout simplement, et quelle que soit la taille, la couleur, la religion ou la culture, nous sommes appelés à rester ensemble, à travailler. Juste à côté, Benjamin Deguénon nous plonge dans les profondeurs de la culture béninoise. Ses œuvres portent un message essentiel, celui du dialogue. Là, nous avons un masque intitulé « L'union fait la force ». Et c'est un masque galédin. Et derrière ça, nous avons l'abat parlable. Puisque quand il y a un problème dans une famille, c'est sous l'abat parlable qu'on essaie de se comprendre. Pour nourrir leur créativité, les deux artistes puisent leur inspiration dans la nature, mais aussi dans leur environnement immédiat. J'ai choisi la terre comme matière pour mieux faire parler ce dialogue. Pourquoi? Tout simplement parce que nous avons la terre en commun. On dit souvent on est terre et on retournera à terre. L'œuvre même s'impose. Tu n'as pas le choix, toi tu ne fais que suivre. C'est pas, voilà, c'est joli ou bien c'est ceci, non, c'est des questionnements. En façonnant la matière pour donner vie à l'imaginaire, l'art plastique devient ainsi un langage de paix et d'ouverture au dialogue. Restons dans le domaine de l'expression artistique, mais cette fois au rythme des notes et des mélodies. Ce week-end, la culture donne le ton et la musique s'invite sur le devant de la scène à l'occasion de la fête internationale célébrée ce 21 juin. Concerts, spectacles et animations culturelles promettent de faire vibrer les passionnés comme les simples curieux. Si vous êtes à la recherche d'idées de sortie pour les prochains jours, voici quelques rendez-vous à ne pas manquer, des propositions de Pedro Mensangbewa. Les amateurs de théâtre peuvent déjà prendre place à la Bourse du Travail de Cotonou où se joue Etc., une création originale de Dorcas Cantero. Les représentations se poursuivent jeudi et vendredi à partir de 19h30, puis samedi à 20h. Vendredi à 19h, la librairie Savoir d'Afrique à Papa accueille Livre en scène, une initiative de la Fédération nationale du livre. À l'affiche, une mise en scène de l'œuvre comme un avant d'Apocalypse de l'écrivaine béninoise Adélaïde Fassinou. Direction ensuite Abomey où se tient jusqu'au 21 juin le Festival de la musique béninoise. Concerts, animations et célébrations des sonorités locales sont au programme avec, entre autres, Richard Flash comme invité spécial. À Cotonou, le centre communautaire EYA accueille la deuxième édition de l'Oculus Music Fest, concert live. Panel de discussion, masterclass et concours de rap rythmeront ces 3 jours de festivités avec une journée spéciale fête de la musique le dimanche.
La fête de la musique sera également célébrée à l'Institut français du Bénin à Cotonou avec un concert de l'artiste Opa, prix découverte RFI 2026, prévu samedi à partir de 20h30. Du côté de Lobozumpa, dans la commune d'Abomey-Calavi, l'espace culturel Le Centre propose un spectacle musical avec Jessica Paradis samedi à partir de 20h. Les plus jeunes ont aussi leur rendez-vous. Samedi à 16h, l'Institut français du Bénin organise Bibliomo, un atelier d'écriture de fiction destiné aux enfants de 7 à 12 ans. Toujours samedi, mais cette fois au Palais des Congrès de Cotonou, place au rire avec le festival Benin Stand-Up Kids, un événement consacré à l'humour porté par les plus jeunes talents. Et pour terminer le week-end dans la bonne humeur, l'humoriste Sim Sultan présente la soirée rétro à Kowe à Godomé, dans la commune d'Abomey-Calavi. Musique, théâtre, littérature, humour ou atelier créatif, ce week-end, il y en a pour tous les goûts. Place à présent aux échos de l'actualité hors de nos frontières, entre République démocratique du Congo, Rwanda et France. Voici le récit de Marcela Rossi. En République démocratique du Congo, l'épidémie d'Ebola continue de susciter une vive inquiétude. Plus d'un mois après sa déclaration dans le nord-est du pays, le bilan a franchi la barre des 200 décès confirmés. Selon les dernières données de l'Africa CDC, 875 personnes ont été contaminées et 202 ont succombé au virus depuis le début de la flambée. Face à la progression de la maladie, les spécialistes redoutent une crise sanitaire de longue durée. Un représentant de la Croix-Rouge estime même que l'épidémie pourrait se prolonger pendant près d'une année, son pic n'ayant pas encore été atteint. Cette résurgence rappelle la dangerosité persistante du virus Ebola, responsable de plus de 15 000 décès sur le continent africain au cours des 50 dernières années. Virus Ebola, la situation préoccupe également les pays voisins. Au Rwanda, les autorités ont renforcé les mesures de surveillance et de prévention afin d'éviter toute propagation transfrontalière. Le ministre rwandais de la Santé a reconnu le caractère inattendu de cette nouvelle flambée épidémique en RDC, soulignant la nécessité d'une vigilance accrue. Kigali multiplie ainsi les précautions de santé publique pour contenir tout risque d'importation du virus, alors que plusieurs cas ont déjà été signalés en Ouganda voisin. Sur le front diplomatique, la France affiche un optimisme prudent à l'issue du sommet du G7. Au terme de 3 jours de discussions réunissant les principales puissances industrialisées, le président Emmanuel Macron salue les avancées obtenues dans un contexte international marqué par les tensions géopolitiques et les conflits armés. Parmi les dossiers majeurs abordés figuraient notamment la guerre en Ukraine et les efforts de stabilisation au Moyen-Orient. Le chef de l'État français s'est particulièrement félicité de l'accord de cessez-le-feu annoncé entre les États-Unis et l'Iran, estimant qu'il contribuera à réduire les risques d'instabilité régionale et leurs répercussions sur l'économie mondiale. Emmanuel Macron a par ailleurs réaffirmé sa volonté de maintenir un dialogue de confiance avec son homologue américain Donald Trump, malgré les différends commerciaux persistants entre Washington et ses partenaires européens. Retrouvez à la suite de ce journal le magazine de l'Institut national de la femme, Écho de la Criette, suivi du magazine Escarpade qui nous emmène à la rencontre de Friens Tossou, un artiste plasticien. À 21h, prenez le rendez-vous pour suivre le magazine Choc des légendes, le procès du progrès, deuxième partie. À 22h, Bénin TV vous propose le documentaire Spécimen, l'inconscient tout-puissant. Et à 23h, avec toute votre conscience, on vous emmène pour de savoureuses escapades lointaine au Burkina Faso. À 23h30, c'est le journal télévisé du soir avec Rebecca Kenjan-Houndé. Moi, je vous dis à demain, même heure, même plaisir. Cette édition, vous pouvez la retrouver sur les différentes plateformes digitales de Bénin TV et de la SRTB. Bonsoir chez vous.